Bonjour tout le monde. Dans le cadre de notre cours Big Data, je vous présente aujourd'hui deux applications pour mettre en application de façon pratique l'ensemble des notions qu'on a vues au niveau du cours. Alors, la première application est destinée à la manipulation des fichiers sous HDFS. Donc, ça va nous permettre de s'arrêter sur le principe de la distribution de fichiers pour proposer une solution de stockage de fichiers volumineux, passant bien sûr par le système HDFS, par le mécanisme de stockage HDFS fourni par Hadoop. Alors, deuxième application, c'est une application à travers laquelle nous allons voir un outil livré avec Hadoop, ou qui est installé au-dessus de Hadoop, qui est l'outil Hive, et qui va nous permettre d'importer des données ou bien d'exporter des données qui sont au format relationnel, des données issues de systèmes de gestion de base de données relationnels, pour les placer dans le système de stockage distribué HDFS, ou inversement exporter des données à partir de HDFS vers des systèmes de gestion de base de données relationnels. Alors cet outil-là, Hive, constitue alors une sorte d'ETL qui permet d'importer des données ou bien d'exporter des données. Il permet aussi de le faire en utilisant le simple et facile langage SQL. Alors concernant de près, donc le but de la première application, nous avons un certain nombre d'objectifs. Le premier, comme j'ai déjà dit, c'est de s'arrêter sur le mécanisme de stockage de fichiers distribués. Donc, quand il s'agit d'un fichier volumineux, donc quand je dis volumineux, ça veut dire qui atteint facilement plusieurs centaines de gigas pour atteindre les téraoctets ou voire même plus. Et ce genre de fichier, il est hors question de le stocker en un seul bloc dans un système classique, c'est ce qu'on fait, mais ça va se traduire par des problèmes de lecture, ou d'efficacité de lecture et d'écriture, par des risques d'altération du fichier ou bien de perte de fichiers volumineux. Alors, pour apporter des solutions à ça, nous avons donc un système qui va planifier le stockage de façon distribuée sur un ensemble de machines, au lieu que le fichier soit stocké sur une seule machine. Ça va l'être sur plusieurs machines qui vont constituer ce qu'on appelle ici des data nodes, ou bien des nœuds de données. Alors, chaque nœud de données, donc, c'est un service, c'est un serveur. Donc, il peut à lui seul constituer un serveur autonome, comme il peut juste être installé comme un service dans un serveur, ce qui permet donc de regrouper plusieurs services dans le même serveur. Mais souvent, ce genre d'architecture, il concerne une architecture qui est déployée sur un cluster composé d'un serveur principal qui abrite le service NameNode. C'est un service donc qui contiendrait l'ensemble des métadonnées relatives au processus de stockage, de lecture et d'écriture de données volumineuses ou de données distribuées. Alors, ce service-là, il aura pour rôle de coordonner ou de faire la coordination des opérations d'accès entre un client et l'ensemble des serveurs de données ou bien des data nodes. Alors, ce schéma-là, il illustre globalement l'idée globale. Donc, lorsqu'un client souhaite écrire ou bien lire son fichier volumineux dans le système Hadoop, donc la première des choses par laquelle il commence, c'est de contacter le NameNode, lequel va étudier sa demande, va aussi allouer un certain nombre de nœuds de données qui vont être associés à cette opération. Le client n'a qu'à contacter directement ces différents nœuds qui lui sont attribués et vers lesquels il va donc envoyer pas la totalité du fichier, mais des blocs de données. Donc cela signifie que le fichier il va être divisé en plusieurs blocs, des blocs qui ont une taille égale, réglés au niveau des paramètres du système HDFS.
Alors donc à travers ce mécanisme, nous allons s'arrêter justement sur l'opération de décomposition d'un fichier en plusieurs blocs, sur l'opération de réplication, parce que quand on place un bloc dans un seul nœud, lorsque ce dernier est inactif, ou bien quand il tombe en panne, automatiquement notre système NameNode doit le remplacer par un autre, et cela alors suppose que le même bloc doit être sauvegardé ou bien doit être écrit dans plusieurs nœuds en fonction de ce facteur de réplication qui peut être égal à 1 ou bien 2 ou bien 3 en fonction du nombre de réplications que nous souhaitons avoir. Souvent, donc, pour garantir une réplication efficace, on prévoit un facteur de réplication de valeur 3. Alors, le but de cette application, c'est donc de mettre ou de soumettre un ensemble de commandes ou d'appliquer un ensemble de commandes sur ce genre d'architecture à travers lesquelles nous allons faire exprimer des opérations d'écriture, de lecture et d'exploration du contenu de fichiers distribués sur ce genre d'architecture. Alors justement, pour s'arrêter sur ces différents objectifs, j'ai prévu une application dont le but est premièrement de créer un dossier du côté du système de stockage HDFS. Donc la première des choses, nous allons constater, ou nous devons s'arrêter sur le fait qu'il y a deux systèmes de stockage donc sur notre machine, sur notre système. Donc il y a le système de stockage dédié au système d'exploitation de la machine, et il y a le système de stockage qui vient au-dessus de ce dernier, à savoir le système de stockage HDFS, à travers lequel donc la distribution va avoir lieu. Alors, dans ce dossier que nous allons créer, nous allons placer un fichier volumineux, donc histoire juste de s'arrêter sur le principe de la division. Et ce fichier volumineux, il est hors question de le créer soi-même, donc on va toutefois juste le télécharger à partir du web. Donc, étant donné son URL, nous allons voir la commande nécessaire pour le télécharger et le placer dans le système HDFS. Alors, une fois fait, donc ce fichier va nous servir pour faire un certain nombre d'activités sur le contenu, notamment afficher le contenu du fichier, exécuter des opérations de select ou de sélection pour sélectionner des contenus en utilisant le composant Hive ou le service Hive. Alors, pour atteindre donc ces objectifs de cette application, nous allons le faire en plusieurs étapes telles qu'elles sont définies ci-dessous. Donc, la première étape, c'est la création des dossiers au niveau de HDFS. On veut créer une arborescence de dossiers, notamment le dossier industrie. Le dossier user est un dossier qu'on va déjà trouver, il est déjà créé à l'installation de Hadoop. Et puis, dans le dossier industrie, nous voulons créer un sous-dossier resource ou ressources. Alors, industrie, tout simplement parce que le fichier que nous allons télécharger est un fichier qui donne des indices sur le commerce externe intervenant entre plusieurs entreprises, et d'où donc les appellations. Alors, en deuxième étape, nous allons télécharger le fichier dont l'URL est le suivant, et nous allons le télécharger, le placer dans HDFS sous le nom suivant. Ce nom-là, donc ça serait le nom du fichier du côté du système HDFS, et là, ça serait donc l'URL qui va nous permettre d'aller mettre la main sur ce fichier. Alors ensuite, nous allons vérifier les opérations 1 et 2 à travers l'étape ou via l'étape 3. À travers cette vérification, nous allons montrer les différents blocs tels qu'ils sont faits par le système HDFS. Alors ensuite, nous allons reprendre l'étape 2, ou bien la commande de l'étape 2, donc le téléchargement du fichier, pour le télécharger sous un autre nom, dans le même emplacement, mais cette fois-ci en spécifiant nous-mêmes
la valeur la valeur de la taille de bloc que nous allons fixer à 4 mégas. Nous allons reprendre l'opération de vérification pour vérifier donc les résultats de la phase 4. Et puis, en fin de compte, nous voulons placer l'ensemble de ces commandes pour toutes les étapes dans un fichier script, un fichier batch ou de commande batch, qui va regrouper l'ensemble de ces commandes et que nous allons pouvoir exécuter à chaque fois que nous souhaitons refaire les mêmes opérations, sauf on va le faire sur des paramètres différents à chaque fois, à chaque exécution, d'où donc les paramètres suivants, les paramètres qui vont nous permettre de fixer le dossier de travail, le nom de base du fichier que nous allons télécharger et que nous allons placer dans HDFS, la valeur du bloc ou de la taille du bloc HDFS, et puis l'URL du fichier que nous allons télécharger. Alors, l'étape 6 est détaillée par un certain nombre de points. Donc, le premier, c'est que du côté du système d'exploitation, nous allons créer un dossier. Nous allons créer un dossier de travail dans lequel on va mettre les différents scripts. Et puis après, on va créer un fichier script que nous allons intituler HDFS manip 1. Alors ensuite, on va l'éditer, on va lui ajouter l'ensemble des commandes des étapes de l'étape 1 à 5. Ensuite, on va changer son mode pour qu'il devienne exécutable et puis on va l'exécuter avec les différents paramètres en précisant donc notamment le dossier. Là, il y a un E qui manque, donc c'est user avec un E. Ensuite, le nom de fichier et puis la taille du bloc HDFS. Ensuite, l'URL du fichier que nous allons télécharger. Alors, en fin de compte, à l'étape F, nous allons vérifier l'effet ou bien les résultats de cette exécution. Alors, voilà, pour ce faire, j'ai besoin de lancer ma machine virtuelle dans laquelle on a installé et préconfiguré Hadoop. Alors, pour ce faire, je vais aller vers... c'est une machine virtuelle sous VirtualBox. Donc c'est celle-là. Donc justement ici on voit globalement les paramètres de cette machine virtuelle. Donc globalement je vais juste les résumer rapidement. Concernant les paramètres système, j'ai réglé ma machine virtuelle avec une mémoire interne de 6 Go à peu près environ. Pour les processeurs 2 CPU. Alors sachant que je dispose de 8 sur ma machine réelle. Donc j'ai prévu 2 pour la machine virtuelle. Pour l'affichage, donc une mémoire de 128 MB et un contrôleur graphique VBox Super VGA. Alors ensuite pour les réseaux, donc j'ai deux interfaces réseau, donc l'interface NAT pour garantir le partage de la connexion Internet sur ma machine virtuelle. Et puis, pour placer ma machine virtuelle dans un réseau local avec la machine réelle, j'ai aussi utilisé cette deuxième interface, pour faire un réseau privé. Alors voilà, donc je vais lancer ma machine virtuelle. Vous allez constater que c'est une machine Linux, avec un système d'exploitation Linux, distribution Debian. Voilà, donc le démarrage de la machine virtuelle. Voilà, ici donc la création de la session avec l'utilisateur qui s'appelle UTI. C'est les 3 lettres de utilisateur. Le mot de passe, c'est exactement le login, mais précédé et suivi par le signe égal. Donc égal, UTI égal. UTI, désolé, égal, UTI égal. Voilà, on est connecté. Alors cet utilisateur est un utilisateur administrateur, donc il a le privilège administrateur.
Je vais commencer par lancer l'interface, ou plutôt le terminal. Vous allez voir que c'est pas très pratique de travailler directement sur cette machine. C'est une machine où les caractéristiques ou la qualité graphique il est minimale, justement pour viser sur la performance de la machine. Et pour ce faire, donc, nous n'allons pas travailler sur cette machine directement, on va essayer de travailler depuis notre machine réelle en utilisant juste un client SSH dans lequel on a installé, dans cette machine réelle, on a installé OpenSSH, le client OpenSSH, ce qui va nous permettre d'interagir avec notre machine à distance. Alors, justement, pour pouvoir faire cette connexion à distance, utilisant le protocole SSH, j'ai besoin de déterminer l'adresse IP de notre machine. Et pour ce faire, je vais lancer la commande IP. Je vais agrandir. Alors, IP-C pour afficher en couleur, -BR pour avoir juste un résumé sur l'ensemble des adresses IP. Et là, comme j'ai déjà expliqué, vous voyez ici l'adresse pour la première interface, l'interface NAT, et l'adresse pour IP pour la deuxième interface réseau privé. Justement, c'est cette adresse que je vais utiliser. Alors, si j'affiche aussi le hostname, je vois que le hostname c'est master. On le voit d'ailleurs ici. Et donc, je vais me connecter à cette machine en utilisant cette adresse et cet utilisateur avec son mot de passe. Alors, je vais donc basculer vers la machine réelle. Alors, dans laquelle je vais lancer git batch. Git batch, donc c'est un client qui va simuler pour nous le terminal côté Windows. C'est l'équivalent du terminal dans Linux. Je pourrais donc exécuter des commandes Linux à l'intérieur du système Windows via cette console. Alors, donc la première des choses par laquelle je vais commencer, c'est justement exécuter la commande SSH pour se connecter à ma machine en tant que login utilisateur utile. Et au niveau du master, notamment ici, je dois mettre l'adresse IP, mais moi je vais mettre juste le nom, tout simplement parce que j'ai déjà placé dans le fichier host du côté de Windows une correspondance entre l'adresse IP et le hostname de ma machine virtuelle. Et par conséquent, je pourrais donc faire ce genre au lieu de mettre ici l'adresse IP, je mets juste le nom de l'host. Voilà, c'est fait. Donc là, il me demande le mot de passe. Comme on a dit, c'est égal UTI égal. Voilà. Je vais donc effacer la console. Alors, je vais agrandir. Donc, et là, vous voyez un peu l'intérêt de venir ici. Donc, je pourrais travailler avec toute aisance à ce niveau-là. Donc, en utilisant cette interface. Alors, toutes les commandes que je vais soumettre maintenant vont être à destination de ma machine virtuelle, c'est-à-dire à destination de Linux. Donc, d'ailleurs, la première commande par laquelle je vais commencer, c'est d'afficher les caractéristiques du système d'exploitation pour ma machine virtuelle. Donc, comme vous pouvez bien le constater, il s'agit bien d'un système Linux, plus exactement une distribution Debian version 4.9. Alors, concernant la deuxième chose par laquelle on va commencer, c'est de voir la version de Hadoop. Puisque, comme je vous ai déjà dit, donc Hadoop est déjà préinstallé sur cette machine, installé et préconfiguré. Et là, on voit clairement la version du système Hadoop. Comme je vous ai déjà dit, donc sur ce système-là, c'est un système qui permet de gérer un cluster de machines par le modèle client-serveur. Donc, il y a une machine master, un serveur master, et par la suite, il y aurait des machines ou ce qu'on appelle des nœuds de données
pas forcément des données, donc il sert à stocker les données, mais aussi à exécuter des traitements. Alors toutes ces machines-là sont des serveurs, mais des serveurs esclaves, qui sont bien sûr connectés. L'ensemble sont connectés à travers des moyens de connexion, de cette manière, ainsi de suite. On pourrait avoir des centaines, voire même des milliers de nœuds constituant le cluster. Alors, au niveau du serveur cluster, on a besoin d'avoir un ensemble de services, notamment si on regarde juste le stockage de données. Le service qu'on nous devons installer ici et configurer, c'est le service nameNode. nameNode. Alors, le nameNode, son rôle, c'est la coordination de l'activité des opérations d'écriture et des opérations d'accès en écriture ou bien en lecture des fichiers distribués dans l'ensemble des nœuds esclaves. Alors les nœuds esclaves, on les appelle des data nodes. Chaque machine constitue un data node ou bien un nœud de données pour le stockage de données des clients qui souhaitent le faire. Alors un client, quand il cherche à stocker son fichier, ça c'est le client, d'abord il contacte le maître pour recevoir l'autorisation d'écrire et la liste des data nodes ou des nœuds de données qui vont être alloués pour cette opération. Alors, ce qui va se produire, c'est que le fichier, en fonction de sa taille et en fonction des paramètres du système de distribution de fichiers, il va être splitté ou il va être décomposé en plusieurs blocs de taille, par exemple 16 ou bien 8 mégas ou bien 64 mégas, 32 mégas, tout dépend de la taille qui a été réglée dans le système de stockage distribué. Et puis, du fait qu'il a reçu l'ensemble des data nodes dans lesquels l'écriture va s'opérer, notre utilisateur, notre client plutôt, il commence à envoyer, je ne vois plus mon stylo, je vais réactiver. Alors, chaque bloc, donc, il va être envoyé vers le data node qui a été précisé par le master. Et une fois écrit dans le data node, ce dernier va l'envoyer aussi dans le cadre de la réplication pour qu'il soit répliqué dans un autre nœud. Et puis, celui-là aussi, il va l'envoyer pour qu'il soit répliqué dans un autre nœud. Et ainsi de suite. Alors, une fois donc le premier nœud est écrit, le deuxième nœud va faire la même chose. Mais bien sûr, ça ne se fait pas de manière séquentielle, ça se fait de manière parallèle. Et donc, on a une parallélisation d'écriture et une distribution d'écriture. Cette distribution va nous permettre de faire vite, du fait que l'opération est faite de manière parallèle. Et le fait de répliquer les blocs, ça va nous donner une fiabilité au niveau de la sauvegarde. Donc de ce fait, quand un nœud est en panne, automatiquement le master, il va déterminer l'autre nœud ou l'autre nœud de données qui contient les réplicas pour les opérations de lecture de ce bloc. Voilà, donc globalement, c'est comme ça comment fonctionne notre système de distribution de fichiers. Et ce système-là, le système que nous allons utiliser, c'est le système Hadoop. Ici, je vous ai montré la version de Hadoop qui est utilisée. Alors, sauf que dans notre cas, pour l'application, nous allons l'utiliser juste en single nœud, un seul nœud, ça veut dire une seule machine qui va abriter l'ensemble de ces services. Donc réellement, il n'y aurait pas de parallélisation ou bien de distribution réelle, mais on va simuler le principe dans une seule machine. Alors, justement, pour que vous vous arrêtez sur les différents systèmes de stockage que nous avons, si je fais juste la commande ls, list storage, ou bien pour afficher la liste des stockages,
je vois ici un certain nombre de dossiers et de fichiers, bien sûr, au niveau du système Linux. Alors, si je veux refaire la même chose du côté HDFS, je dois passer par cette commande HDFS dfs-ls, et puis je veux voir la racine du stockage. J'obtiens le résultat suivant. Alors, et à partir de là, vous comprenez qu'il y a deux types de stockage. Alors, je vais nettoyer, je refais. Alors, je commence par ça. Juste pour avoir quelque chose de similaire, je vais ajouter cette option. Donc là, c'est les différents dossiers du dossier courant et l'ensemble des fichiers qu'on a à l'intérieur. Je reprends. Je vais agrandir encore davantage, juste pour continuer à observer en une seule ligne les différentes réponses. Alors, bien sûr, ce que je vois ici, ce sont les dossiers et fichiers du dossier courant que je pourrais visualiser de cette manière. Je suis donc dans le dossier racine, le dossier associé à l'utilisateur qui est dans le dossier home, dans la racine, dans le root de la machine. Et puis, si je veux visualiser le stockage du côté du système HDFS, puisque je vous ai montré que Hadoop il est déjà installé, donc je pourrais demander à Hadoop de me montrer les différents fichiers, dossiers, etc. qui sont sous le système de stockage HDFS. Alors, je vais faire de cette manière, donc c'est ça la commande. Alors, la première des choses que vous allez constater, c'est que les commandes destinées à l'intention de Hadoop, ce sont des commandes qui commencent par HDFS, si vous voulez donc interpeller le système de stockage HDFS, passant par le module DFS et la commande qui est donnée ici, ce n'est autre que la commande Linux, mais qui est donnée sous forme d'option. Et ensuite, le dossier que vous voulez ou bien l'emplacement que vous voulez consulter par cette commande. Alors, la première différence que vous allez constater, c'est que dans Linux, il y a toujours la notion de dossier courant. Ici, il n'y a pas la notion de dossier courant, donc c'est ce qui fait que on ne pourrait pas exécuter la commande sans préciser, sans rien. Donc, si on le fait sans rien, donc ça va donner ce résultat. Donc, il a donné donc l'affichage de ce fichier qu'on avait, juste la liste des fichiers dans la racine. Mais si je veux donc voir le contenu du dossier racine, je dois faire de cette manière. Le résultat serait différent. Si je veux voir par exemple le contenu du dossier share, par exemple, je pourrais l'exécuter ici de cette manière. Donc ici, on voit que le dossier share est composé de 3 sous-dossiers, livres, le dossier NOA et puis le dossier Paris. Donc c'est déjà des données que j'ai déjà téléchargées à partir du web, dans lesquelles il y a des fichiers data sur des collections de livres. Et puis pour NOA, c'est des données sur la météo d'un ensemble de villes. Et je pense que le dernier, ça contient des données sur la ville de Paris. Alors, j'efface l'ensemble. Donc là, c'est juste une introduction pour vous montrer que la première des choses sur laquelle il faut s'arrêter, c'est qu'il y a donc un système de stockage propre au système hôte, à savoir Linux. Je vais la reprendre. Ça montre donc les dossiers fichiers du dossier courant. Et puis, il y a aussi le deuxième système de stockage, c'est celui propre à HDFS. Et là, donc, ça donne un résultat qui est bien différent. Alors, entre ces deux systèmes, nous allons voir qu'il y a des commandes qui permettent d'exporter des données du premier système vers l'autre, ou inversement, d'importer des données du premier système vers l'autre. Alors, je vais commencer, donc je reviens à mon application pour commencer dans l'ordre, les différentes étapes. Donc, la première étape,
c'est une étape qui consiste à créer les deux dossiers. Alors nous voulons créer donc ce dossier-là, qui va donc représenter notre application, ou le dossier home de notre application, et puis un sous-dossier qui contiendrait les différents fichiers ressources. Alors pour ce faire, donc je vais justement créer des variables, parce que ces différentes chaînes, j'en aurai besoin à plusieurs reprises dans les différentes commandes, et par conséquent, donc l'idéal c'est de créer des variables dans lesquelles on va mettre les différentes valeurs. Donc user, industrie, ça c'est le premier dossier que je veux créer. Donc là, la chaîne, je viens de la mettre dans cette variable. Et puis dans la deuxième variable, resource directory, je veux mettre, comme vous pouvez bien le constater, la même chaîne suivie de ceci. Et donc je pourrais justement faire appel à la variable que j'ai créée en premier lieu. Et pour ce faire, je vais juste mettre $. Donc la variable il s'appelle app. Et je vais donc la suivre par res. Je pourrais visualiser donc le contenu de ces variables. Il suffit pour cela d'exécuter la commande echo en mettant donc la variable précédée par $. Par exemple, si je veux voir la première variable, et vous pouvez bien constater, ça contient donc la valeur que je lui ai associée. Et je pourrais faire de même pour la deuxième variable. Ça me permet de voir donc l'état de la deuxième variable. Alors, donc ces deux variables vont me permettre de créer deux dossiers, donc ou de contenir les noms des dossiers que je veux créer du côté de HDFS. Et retenez bien, chaque fois que vous voulez exécuter une commande HDFS, il faut commencer par la commande, le nom de la commande c'est HDFS. Il faut passer par le module DFS et puis, sous forme d'option, il faut placer la commande telle qu'on a l'habitude d'utiliser au niveau du système de stockage Linux. Donc par exemple, pour créer un dossier, c'est la commande make directory. Il suffit juste que je donne le nom du dossier, lequel nom que j'ai déjà précisé ou stocké dans la variable. Et par suite, je pourrais créer le premier dossier de cette manière. Donc cette commande exige la création d'un dossier dont le nom et la valeur de cette variable. Pour créer le dossier, bien sûr, la commande c'est make directory. Mais comme on ne veut pas le faire du côté de Linux, on veut le faire du côté de HDFS, donc il faut précéder la commande ou commencer la commande par HDFS en précisant le module DFS. Voici le résultat de l'exécution. Bien sûr, on n'aura pas de réaction. Quand il n'y a pas d'erreur, bien sûr, la commande est effectuée. Alors je vais refaire la même commande, mais cette fois-ci pour créer le sous-dossier. Et à partir de là, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de la notion de dossier courant. Donc, à chaque fois que je veux créer un dossier, il va falloir que je cite son nom en citant les dossiers parents. Et d'où donc l'utilité des variables, parce que ça va m'éviter de réécrire la même chose plusieurs fois. Donc ici, dans rest directory, il y a déjà le contenu de app home, suivi de slash, suivi du nom du sous-dossier. Et donc, je vais réussir à créer mon dossier. Voilà, c'est fait. Alors maintenant que cela est fait, je vais donc passer au téléchargement du fichier, c'est-à-dire à l'étape 2. Alors, je veux télécharger un fichier. Le seul problème que j'ai, c'est que je dois donc, c'est un URL qui est très lent. Donc, je vais aller vers ma présentation pour copier ce texte. Vous pouvez le faire vous aussi sur votre document PDF qui est partagé. Je le copie. Et bien, tout de suite, je vais le mettre dans une variable. J'appelle la variable file URL. L'URL du fichier. Alors, pour copier, bien sûr, il faut mettre CTRL insertion, je pense. Donc, Shift insertion. Voilà, c'est fait.
Alors, je pourrais bien sûr visualiser par écho juste pour s'en être sûr. Donc, find URL. Voilà, ça marche. Donc, je vois bien que j'ai un bon URL. Alors, ensuite, je vais définir mon fichier donc par file base name. Alors, j'ai le nom du fichier. C'est ce qu'on a ici au niveau de l'application. Donc, on veut créer, donc, télécharger le fichier et le placer dans HDFS sous ce nom-là. Donc, c'est indicateur ou indice commerce externe 1. On n'est pas censé mettre tout son nom, donc je vais l'abréger un petit peu. Donc, je vais mettre par exemple indice com pour dire commerce externe. Je vais pas mettre majuscule comme externe et puis 1.csv. Ça, c'est le nom de base. Et j'ai besoin d'un nom global avec le chemin. Je vais l'appeler tout simplement file name. Pour ce faire, donc, je vais utiliser donc l'adresse, la variable res directory, suivi par slash, suivi par l'adresse file name, file base name. File base name. Alors, j'ai besoin de vérifier aussi file name. Et voilà, donc vous pouvez bien constater que nous avons constitué un bon chemin pour notre fichier que nous voulons construire, qui s'appelle indice commerce externe 1. Alors, la commande maintenant, on a tout préparé pour placer la commande. Et je vais nettoyer l'écran donc pour travailler de manière plus claire. Alors, cette commande, c'est la commande wget, webget, avec l'option -o. Ensuite, le nom du fichier. Le nom du fichier, c'est l'URL du fichier, donc c'est l'adresse file URL. Ensuite, je vais mettre une barre pour dire que le fichier que nous allons télécharger, je veux le placer dans HDFS. Alors justement, c'est pourquoi il y a le -o. Donc c'est pour dire que je veux donc avoir un output sous forme de fichier. Et puis, je ne veux pas placer dans un fichier du côté du système. C'est la deuxième option qui est vide. Ensuite, je donne l'URL de la source du fichier du côté du web. Maintenant, puisqu'on a décidé de ne pas le placer dans le système Linux, je veux donc dire que le placement il doit se faire du côté de HDFS, d'où donc la commande HDFS, DFS, put. Put, c'est pour placer le fichier. C'est le fichier donc qui serait produit par c'est comme si on veut faire une pipeline, donc on capture les données depuis le web et puis on la place du côté de HDFS directement. Put, alors lorsqu'on met un put, il va falloir qu'on précise la source et la destination. Alors la source, c'est ce qui serait produit par la première partie de la commande, donc je vais juste le sous-passer ou le surpasser en mettant juste une tirée sans rien préciser. Et puis maintenant, il va falloir que je précise dans quel placement et sous quel nom je veux obtenir le résultat du côté de HDFS. C'est ce qu'on a mis dans file name, dans la variable file name. Voilà donc notre commande. Je l'exécute. Alors là, il est en train de résoudre donc le contact avec le serveur à partir d'URL.
Voilà, c'est connecté. Donc, il est connecté. Maintenant, il fait le téléchargement du fichier. C'est un fichier qui pèse environ 20 mégas. Et nous sommes actuellement sur un système HDFS avec un bloc, avec une taille de bloc de 18 mégas. Donc forcément, ce fichier-là, il va donner lieu à deux blocs. Alors voilà, donc maintenant, on passe à l'étape 3. L'étape 3 est une étape de vérification de ce qu'on vient de faire au niveau de l'étape 1 et 2. Et surtout, on aimerait bien montrer donc la notion de bloc HDFS sur le fichier qui vient d'être téléchargé. Donc commençons d'abord par vérifier les dossiers. Et pour ce faire, donc, il suffit juste de taper la commande HDFS dfs-ls pour voir le système de stockage. Par exemple, je pourrais le faire sur le dossier industrie. Donc, c'est ce que j'ai mis, j'ai appelé app room. Donc, on voit clairement qu'il contient un seul dossier ou sous-dossier qui s'appelle res. Et justement, c'est ce qu'on a créé. Pour voir un peu le contenu des sous-dossiers, du dossier et du sous-dossier, il suffit juste d'ajouter -r pour exécuter la commande et de façon récursive. Comme ça, donc, si on a un sous-dossier qui contient lui aussi des fichiers et des sous-dossiers, on verra, on va pouvoir les voir. Comme d'ailleurs, c'est le cas maintenant. Vous voyez clairement, donc, le dossier resource, il contient le fichier avec le nom qu'on a imposé nous-mêmes et qu'on a téléchargé depuis l'adresse URL. Tout à l'heure, on a vu que ça pèse 19,75 mégas, donc, et en octet, donc ça donne ceci. Alors voilà, c'est vérifié. Donc juste avant d'aller vérifier les blocs, je vais donc faire en sorte d'afficher la taille des blocs. Pour afficher la taille des blocs, donc nous disposons de la commande HDFS. Alors la commande n'est pas facile à retenir, donc c'est getconf-conf-ki dfs.blockSize. Alors c'est une commande qui va, quand il est exécuté à HDFS, ça va lire tout simplement la valeur qu'on a qui est réglée au niveau des fichiers configuration et qui fixe la taille des blocs HDFS. Voilà, donc on voit clairement, je suis désolé, ici c'est plutôt, je l'ai changé donc au passage, c'est plutôt 8 mégas. Et justement, donc, puisque nous avons un fichier qui pèse 19, mégas, cela va nous faire donc combien de blocs? Donc ça va nous faire 3 blocs. Donc 2 blocs, ça fait 16, et puis un dernier bloc donc, qui est moins de 4 mégas pour constituer donc les 20 mégas environ de notre fichier. Justement, pour visualiser les blocs, alors pour continuer, donc nous avons exécuté cette action donc, à travers laquelle on affiche le paramètre correspondant à la taille d'un bloc HDFS. Alors pour voir où ce paramètre-là a été défini, il suffit juste d'afficher un certain fichier de configuration en utilisant vim. Je vais le faire avec le privilège sudo pour pouvoir modifier le fichier. Alors le fichier il est dans la racine, dans le dossier etc, dans le dossier Hadoop, dans le dossier config. Et le fichier il s'appelle hdfs site-site.xml. Alors là, puisque la commande est avec le privilège sudo, donc il me demande le mot de passe que je précise bien sûr ici. Et voilà, donc je vois l'ensemble des configurations. Donc globalement, je vais mettre le point sur 2 paramètres dans ce fichier. Le premier, c'est le facteur de réplication.
On le voit ici. Donc ici, dans notre cas, puisque c'est un mono nœud, donc l'ensemble des services, ils sont sur un seul nœud, donc ça ne sert absolument à rien de répliquer les données. Deuxième paramètre important, c'est le paramètre taille d'un bloc pour le stockage HDFS. Et c'est ça ce qui a fait que quand j'ai exécuté la commande de tout à l'heure, il affiche 8. Et on va le voir effectivement sur le bloc. Je vais donc sortir de ce fichier sans faire de changement. Et puis je vais reprendre la commande. Donc vous voyez que c'est 8 mégas. Alors si j'affiche maintenant, je fais un affichage des fichiers, mais en montrant les tailles des blocs. C'est cette partie-là donc. On demande de montrer ou bien de visualiser la taille du bloc du fichier téléchargé. Et bien pour ce faire, il suffit juste que j'exécute la commande HDFS, fs blocks, file system blocks, file system, CK c'est la fin de blocks. Bien sûr, je veux visualiser sur les fichiers qui sont dans resources, dans la variable resource. Et pour voir les fichiers, il faut ajouter l'option Files. Pour voir aussi les blocs, option Blocks. Alors donc cette commande va me permettre d'afficher le contenu de mon dossier, le dossier Resource, dans lequel on a fait le placement du fichier. Le fichier il s'appelle le nom qu'on a précisé nous-mêmes, il est de, comme on a dit, à peu près de 20 mégas. Et comme la taille du bloc est de 8 mégas, comme on a visualisé tout à l'heure, donc vous allez voir plusieurs blocs de 8. Ça fait déjà 16. Et le reste, c'est moins que 8 blocs, moins que 8 mégas. C'est le troisième bloc. Donc c'est ce qui fait que on voit clairement que chaque fois qu'un fichier dépasse la taille du bloc HDFS, il est splitté en plusieurs blocs. Et il est placé dans les différents nœuds. Ici, dans notre cas, il y a bien sûr un seul nœud. Et là, il y a l'inventaire sur l'ensemble du dossier, sur l'ensemble des fichiers du dossier. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais revenir visualiser le fichier de configuration et je vais changer la configuration pour changer plus exactement la taille ici. Au lieu d'avoir 8 mégas, je vais par exemple mettre 16. Alors je sauvegarde. Si je reprends la commande qui affiche la taille des blocs, je vais voir que maintenant c'est 16 mégas. Mais ce changement qu'on vient juste de faire maintenant, il n'a aucun impact sur les fichiers déjà placés. Donc si je refais ma commande qui visualise les blocs, sur mon fichier, sur mon dossier, là où j'ai placé mes ressources, je vais voir que ça continue toujours. C'est un fichier qui a été divisé en des blocs de 8 mégas. Donc ce changement, il ne tiendra que sur les placements futurs. Donc pour les futurs placements que je vais faire, ça va donc découper en des blocs de 16 mégas. Alors voilà pour cette première partie, donc je vais arrêter à ce niveau-là pour la première partie et je ferai une deuxième vidéo pour la deuxième partie de notre application.